Le soir où elle a replié la lettre du ministère dans un couloir qui sentait le kérosène, il lui restait 1 200 € en banque et nulle part où dormir. Ses 3 sacs tenaient dans un kangou cabossé. Elle a roulé vers le nord sans destination, mangé du thon froid sur un parking de supermarché et regardé la pluie couler sur le pare-brise jusqu'à ce que le néon orange s'éteigne. 18 ans aux commandes d'un avion de chasse, et tout ce qui restait tenait dans une phrase de 2 lignes, inapte au vol. Sur un banc, le lendemain, un journal froissé lui a montré ce que personne d'autre ne voulait voir. Un terrain battu par le vent, 2 hangars éventrés et une piste que les ronces avaient mangée depuis 30 ans. 900 € la mise à prix. Le prix d'un appareil ménager. Mais sous la bâche moisie d'un hangar que tout le monde avait oublié, il y avait une machine qu'elle a reconnue avant même de la toucher. Et ce qu'elle en a fait au cours des 12 mois suivants a forcé toute une côte à prononcer son nom. Pas avec pitié, mais avec respect. Si vous savez ce que ça fait de tout recommencer quand plus personne ne parie sur vous, cette histoire va vous parler. Écoutez-la jusqu'au bout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et dites-moi en commentaire, c'est quoi la chose qu'on vous a retirée et que vous avez reprise de vos propres mains? La lettre portait le tampon du ministère des Armées. Séverine Renard l'a lu debout, dans le couloir de la base aérienne d'Istres, adossé à un mur qui sentait la peinture fraîche et le kérosène. 2 paragraphes. Le premier rappelait sa blessure à l'épaule gauche lors d'un vol d'entraînement sur Alpha-Jet, 18 mois plus tôt. Le second lui signifiait sa radiation définitive du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace. Inapte au vol, 3 mots qui annulaient 18 années de service, 14 000 heures aux commandes, une vie entière construite autour d'un seul verbe. Voler. Elle replia la feuille. Ses doigts ne tremblaient pas. Elle avait appris cela très tôt, à l'école de pilotage. Quand tout bascule, les mains restent calmes. C'est après, toujours après que le corps accuse le coup, le logement militaire fut vidé en 3 heures. Tout tenait dans un vieux Renault Kangoo cabossé. 3 sacs de toile, une caisse d'outils et un blouson de vol en cuir élimé que son père lui avait donné le jour de ses 20 ans. Son père, Jacques Renard, pilote amateur normand, mort d'un arrêt cardiaque dans son atelier quand Séverine avait 26 ans. C'est lui qui l'avait mise aux commandes pour la première fois, à 14 ans, sur un Jodel biplace au-dessus des champs de lin de la Manche. Ce jour-là, elle avait su. Le ciel n'était pas un rêve. Le ciel était son adresse. Le Kangoo roula vers le nord. Séverine ne savait pas où elle allait. Elle avait 38 ans. Pas de famille, pas de bail, pas de projet. L'armée avait été sa maison, sa raison. Son cadre, sans uniforme, elle n'était personne. Son épaule gauche la lançait sous la ceinture de sécurité, comme pour lui rappeler la cause de tout. Elle s'arrêta à la tombée de la nuit, sur le parking d'un supermarché, quelque part entre Rennes et Saint-Malo. Le néon orange de l'enseigne clignotait à travers le pare-brise. Elle mangea une boîte de thon à même le métal, but de l'eau tiède au goulot, puis bascula le siège en arrière. La pluie commença à tomber vers minuit, fine et régulière. Séverine fixa le plafond de la voiture et écouta les gouttes pendant longtemps. Elle ne pleurait pas, elle n'avait pas encore compris qu'il y avait de quoi pleurer. Le lendemain matin, elle marcha jusqu'à un banc, devant une boulangerie qui n'avait pas encore ouvert. Un journal local traînait là, froissé, taché de café. Elle le feuilleta sans but, par habitude de militaire. On lit ce qu'on trouve. Une page de petites annonces, des terrains agricoles, une maison à rénover à Cancale, un bateau de pêche. Et tout en bas, dans un encadré minuscule, ces mots: vente aux enchères judiciaires, aérodrome désaffecté de la Pointe Verte, commune de Saint-Briac-sur-Mer, terrain de 3,2 hectares, bâtiment en l'état. Mise à prix, 900 €. 900 €, le prix d'un lave-vaisselle. Séverine arracha la page, la plia en 4 et la glissa dans la poche de son blouson de vol. Ses mains, cette fois, tremblaient légèrement. La salle des enchères se trouvait dans un bâtiment municipal, à Dinard, au premier étage, au bout d'un couloir qui sentait la cire et les radiateurs. Il y avait 12 personnes dans la pièce, assises sur des chaises en plastique. Le commissaire-priseur, un homme chauve à lunettes rondes, égrenait les lots d'une voix monocorde. Parcelles agricoles, garage, un ancien lavoir. Personne ne s'animait. Quand le lot numéro 14 fut annoncé, aérodrome de la Pointe Verte, le commissaire marqua une pause, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un rie. Personne ne rit. Personne ne leva la main non plus. Le terrain était classé en zone à risque d'érosion côtière, ce qui interdisait toute construction nouvelle. Autant acheter un champ de mine. Séverine leva la main, 900. Un homme au fond proposa 1000. Par réflexe ou par curiosité, Séverine dit 1200 d'une voix nette, sans hésitation. Le silence revint.
Adjugé, 1200 euros, la quasi-totalité de ce qui restait sur son compte. Elle prit la route de Saint-Briac le jour même. Le Kangoo s'engagea sur un chemin de terre bordé d'ajoncs qui montait vers un promontoire. La mer apparut d'un coup, immense, gris vert, battue par un vent d'ouest qui couchait les herbes. Et là, au bout du chemin, elle vit ce qu'elle avait acheté. La piste d'atterrissage n'existait plus. Ou plutôt, elle existait sous les ronces, les orties, les touffes de graminées qui avaient conquis chaque mètre de bitume fissuré. À gauche, une tour de contrôle sans toit, dont les fenêtres vides donnaient sur le large comme des orbites. À droite, 2 hangars. Le premier avait encore ses murs, mais sa porte coulissante pendait de travers sur un rail tordu. Le second avait le flanc entier arraché par une tempête ancienne, et le vent s'y engouffrait avec un sifflement grave. Séverine coupa le moteur. Le silence qui suivit n'était pas un vrai silence. C'était un bruit de vent, de ressac lointain, de tôle qui grince. Elle descendit de la voiture, marcha jusqu'au bord de la piste. La vue était vertigineuse. Les falaises, la côte découpée, les îlots au large, le ciel démesuré. Un endroit fait pour voler. Un endroit mort. Un bruit de portière derrière elle. Elle se retourna. Un homme trapu, visage rougeau, moustache grise, descendait d'une berline bleu marine. Henri Guégan, le maire de Saint-Briac, venu voir de ses propres yeux la personne assez folle pour acheter ce terrain. « Vous savez dans quoi vous vous engagez, mademoiselle ?»« Madame, pardon, vous savez dans quoi vous vous engagez, madame ?»« Non. » Il eut un demi-sourire. « Au moins vous êtes honnête. » La commune voulait se débarrasser de ce terrain depuis 15 ans. Personne n'en veut. L'érosion grignote la falaise, le dernier avion a décollé d'ici en 87. Et les hangars ne tiennent plus que par habitude. Séverine ne répondit pas. Elle regardait la piste, les yeux plissés contre le vent. « Qu'est-ce que vous comptez en faire ?» demanda le maire. « Un aérodrome. » Il la dévisagea un long moment, hocha la tête lentement, remonta dans sa voiture et partit. Le Kangoo bleu resta seul sur le promontoire. Face à la mer, ce soir-là, Séverine s'installa dans le bureau de l'ancien chef de piste, au rez-de-chaussée de la tour de contrôle. C'était la seule pièce encore étanche. Les murs étaient couverts de moisissures vertes, le sol en béton était glacé, mais le toit tenait. Elle gonfla un matelas de camping, posa son réchaud sur une caisse retournée et fit chauffer de l'eau pour un café soluble. Le goût était amer, presque métallique. Le vent soufflait dans les tôles des hangars avec un gémissement continu. Comme une plainte animale, avant de dormir, elle prit une lampe torche et traversa la cour jusqu'au second hangar, celui dont le flanc était ouvert. L'herbe avait poussé entre les dalles, des caisses de pièces rouillées s'empilaient contre le mur du fond. Des fientes de mouettes couvraient le sol comme une couche de neige sale. Et là, sous une bâche moisie que le vent avait à moitié arrachée, une silhouette massive se dessinait dans le faisceau. Séverine s'approcha, souleva la bâche d'un geste. La toile pourrie se déchira entre ses doigts. C'était un avion. Un 2 Havilland DHC de Beaver, monomoteur à piston, aile haute, train fixe, une machine d'après-guerre conçue pour se poser n'importe où, sur n'importe quoi. Celui-ci n'avait plus de moteur. L'hélice manquait. Le cockpit était ouvert au courant d'air. Les mouettes avaient fait leur nid sur le tableau de bord. Mais quand Séverine posa la main sur le fuselage, le métal était froid, solide, intact sous la crasse. La cellule avait tenu. Elle resta longtemps debout dans le hangar ouvert, la main sur l'avion, le vent dans le dos, la lampe torche posée au sol. La mer grondait en contrebas des falaises. Au-dessus d'elle, le ciel de Bretagne était d'un noir total, sans une étoile. Le lendemain, à l'aube, Séverine commença à déblayer le hangar. Elle travailla seule. Les ronces furent arrachées à main nue, les caisses rouillées traînaient dehors, les fientes raclées au grattoir. Son épaule gauche protestait à chaque effort, une douleur sourde, profonde, qui irradiait jusqu'aux doigts. Elle serrait les dents, changeait de bras, continuait. Le soir, ses mains étaient en sang, ses avant-bras griffés par les épines, et le hangar ressemblait à peine moins à une ruine. Au village, elle sentit les regards. La boulangère la servait sans un mot. Le patron du café la dévisageait quand elle achetait une bouteille d'eau. Elle entendit, un matin, une femme dire à une autre devant la poste « C'est la Parisienne qui a racheté le terrain maudit. » Séverine n'était pas parisienne. Elle était d'Alençon, puis d'Istres, puis de nulle part. Mais ici, quiconque n'était pas breton était parisien. Elle ne chercha pas à se faire aimer. Elle travaillait. Le 7e matin, alors qu'elle décapait la corrosion sur le longeron principal du Beaver, avec une brosse métallique, une ombre s'étendit sur le sol du hangar. Elle leva les yeux. Un vieil homme se tenait dans l'encadrement de la porte, les mains dans les poches d'un bleu de travail délavé. Petit, sec,
le visage buriné comme un morceau de bois flotté, un béret noir vissé sur le crâne. Ses mains, quand il les sortit de ses poches, étaient énormes, noueuses, couvertes de taches brunes. Il ne dit pas bonjour. Il ne se présenta pas. Il marcha droit vers le beaver, se pencha sous l'aile, palpa le longeron, tapa du poing sur le revêtement, gratta une rivure avec l'ongle. Du pouce, puis il fit le tour de l'avion, lentement, méthodiquement, comme un médecin ausculte un patient. Il ouvrit le capot moteur, regarda l'espace vide où le Pratt et Whitney auraient dû se trouver, passa la main sur les bâtimoteurs. « Les cylinder blocs sont morts, dit-il. Mais les bâtis sont droits. » Séverine ne bougea pas. Elle attendait. « La cellule est saine, » continua le vieil homme. « Le train a du jeu, mais c'est réglable. Les commandes de vol, faut tout reprendre, et pour le moteur, il vous faut un Pratt et Whitney Hearst 90. On en trouve en pièces, en Belgique surtout, chez les récupérateurs. » Il se redressa, la regarda pour la première fois. « C'est faisable, mais c'est 6 mois de travail et pas un sou de garantie. »« Qui êtes-vous » ?»« Yves Kermarek. J'ai travaillé sur cet avion en 74. J'étais mécanicien aéro à la marine. Il avait 74 ans. Des mains qui avaient démonté et remonté plus de moteurs qu'il ne pouvait en compter. Et un regard qui disait sans les mots « Je n'ai rien d'autre à faire de mes journées, et cette machine mérite mieux que de pourrir. » L'accord fut tacite. Yves arriva le lendemain matin. À 7 heures, une clé à molette dépassant de la poche de son bleu. Séverine avait préparé du café sur le réchaud. Il le but debout sans commentaire, puis se mit au travail. Ils ne parlèrent presque pas de la journée. Les gestes suffisaient. Séverine tenait la pièce, Yves vissait. Séverine ponçait, Yves vérifiait. Une routine s'installa, silencieuse et précise, comme le mouvement d'une horloge. Le soir, Séverine préparait le repas sur le réchaud. Des pâtes, du riz, une boîte de sardines. Yves mangeait avec elle, assis sur une caisse, le béret toujours sur la tête. Puis il se levait, disait « À demain » et disparaissait dans le crépuscule, en direction du village. 2 personnes cabossées par la vie qui ne demandaient rien l'une à l'autre, sinon d'être là. Les semaines passèrent. Séverine apprit à riveter, à calibrer une biellette, à refaire un circuit hydraulique avec des joints neufs et de la patience. Ses mains se couvrirent de coupures, de cambouis, de cales. Le soir, sous la lumière jaune d'une ampoule nue, elle les regardait comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Des mains de mécanicien. Son père aurait aimé ça. Le beaver, lentement, redevenait un avion. Les commandes de vol furent reprises, câble par câble. Le revêtement décapé, traité, repeint en blanc et bleu. Le cockpit nettoyé, les instruments retirés un à un pour vérification. Chaque soir, la silhouette dans le hangar ressemblait un peu moins à une épave et un peu plus à une machine capable de quitter le sol. Un soir de la fin mars, alors que la pluie battait les tôles et que le vent d'ouest poussait des rafales chargées de sel, Séverine rentra au bureau par le chemin boueux qui longeait les hangars. Quelque chose bougea contre la porte. Elle s'arrêta. Dans la lumière grise, une forme était couchée sur le seuil, le museau posé sur les pattes avant. Une chienne. Un border collie, maigre à voir les côtes sous le pelage noir et blanc. Pas de collier, un œil bleu, un œil marron, qui la fixait sans bouger. Séverine s'accroupit lentement. La chienne ne grogna pas. Elle tremblait, de froid, de faim, ou des deux. Séverine tendit la main. La chienne la flaira, puis posa la tête contre sa paume. Ce soir-là, Séverine partagea sa boîte de cassoulet en 2 parts égales. La chienne mangea sans se presser, comme un animal qui a appris que la nourriture peut disparaître. Puis elle se coucha au pied du matelas et s'endormit. Au matin, elle était toujours là, le surlendemain aussi, et le jour d'après, Séverine la nomma Mistral comme le vent. Mistral adopta l'aérodrome avec l'instinct d'un berger qui trouve son troupeau. Elle suivait Séverine partout, dans le hangar, sur la piste, jusqu'au bord de la falaise. Pendant les travaux, elle dormait sous l'aile du beaver, le museau entre les pattes, un œil ouvert. Quand quelqu'un approchait du terrain, le facteur, un promeneur égaré, elle se levait, raide, silencieuse, et ne quittait pas l'intrus du regard jusqu'à ce qu'il soit parti. Elle n'aboyait jamais sans raison. Yves, qui n'aimait pas les chiens, finit par lui accorder un grognement d'approbation le jour où elle lui rapporta une clé de 12 qu'il avait laissée tomber dans l'herbe. Un après-midi d'avril, Mistral grattait la terre près du pied de la tour de contrôle, là où les fondations disparaissaient sous un talus de terre et de mousse. Séverine l'entendit gémir et s'approcha. La chienne avait déterré une boîte en fer blanc, rouillée, fermée par un couvercle à pression. Séverine l'ouvrit avec la pointe d'un tournevis. À l'intérieur, protégée par un morceau de papier huilé, une photographie en noir et blanc. L'aérodrome, vu du même angle,
mais vivant. La piste était nette, les hangars peints, des avions stationnés sur le tarmac. Des gens souriaient devant la tour de contrôle, des drapeaux claquaient dans le vent. En bas de la photo, au crayon, une date. Juin 1962. Séverine regarda la photo longtemps. Puis elle regarda autour d'elle. Les ronces, la tôle arrachée, le béton fendu, le même lieu, le même ciel. Elle monta dans le bureau et punaise la photo au mur, à côté de la fenêtre qui donnait sur la piste. Chaque matin, en buvant son café, elle la regardait. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était un objectif. Le moteur arriva de Belgique un mardi de mai, sur un camion plateau dans une caisse en bois marquée au pochoir. Un Pratt & Whitney R97 de Blat 350 secondes, 9 cylindres en étoile 450 chevaux. Séverine avait vidé ses dernières réserves pour l'acheter, l'argent de la vente du Kangoo, qu'elle avait remplacé par un vélo. Yves tourna autour de la caisse comme un enfant devant un cadeau, puis sortit sa clé à molette et dit simplement « On s'y met. 3 semaines, 21 jours de travail méticuleux, 10 heures par jour. » L'alignement du moteur sur les bâtis, le calage de la distribution, le raccordement des circuits d'huile et de carburant, le montage de l'hélice, Séverine tenait, serrait, ajustait. Son épaule la brûlait chaque soir, et chaque matin, elle avalait 2 comprimés d'ibuprofène avec son café avant qu'Yves n'arrive. Elle ne voulait pas qu'il sache à quel point elle avait mal. Le jour du premier démarrage tomba un samedi de juin, à 7 heures du matin. La lumière était dorée, rasante, et la mer au loin avait la couleur exacte du nom qu'on lui donnait. Émeraude. Yves se tenait à l'extérieur, devant le moteur, un extincteur à la main. Séverine était assise aux commandes. Mistral s'était posté à 20 mètres, sur la piste, assise bien droite. Comme si elle savait, Séverine tourna le commutateur de démarrage. Le démarreur gémit, le moteur toussa une fois, 2 fois cracha un nuage de fumée noire par les pots d'échappement. Et s'arrêta. Le silence qui suivit fut insupportable. 4 mois de travail. Tout tenait dans cet instant. Yves s'approcha, ouvrit le capot, ajusta quelque chose sur le carburateur. Un quart de tour? Pas plus. Deuxième essai, le démarreur tourna, le moteur octa. Puis quelque chose changea. Un son grave, profond, qui monta en puissance, fit vibrer le hangar, la piste, l'air lui-même. Le Pratt & Whitney rugissait. L'hélice tournait dans la lumière du matin, dessinant un cercle flou et brillant. Le vent soufflé par les pales couchait l'herbe à 30 mètres. Mistral se leva, les oreilles dressées, mais ne bougea pas. Séverine, les mains sur le manche, sentit les larmes couler sur ses joues. Elle ne les essuya pas. Devant elle, à travers le pare-brise du cockpit, le ciel était immense et libre. À l'extérieur, Yves avait retiré son béret et s'essuyait les yeux avec un chiffon qui sentait la graisse. Le premier vol eut lieu 3 jours plus tard, après les vérifications finales. Séverine roula jusqu'au bout de la piste débroussaillée, aligna le beaver face au vent, poussa la manette des gaz. L'avion accéléra, les roues rebondirent 2 fois sur le bitume inégal. Puis le sol disparut. La côte bascula sous l'aile, les falaises, les criques, les toits d'ardoise de Saint-Briac, les bateaux dans le port, tout devint petit, net, parfait. L'air sentait le sel et l'huile chaude. Le moteur ronronnait, régulier, fidèle. Séverine vira au-dessus de la mer et longea la côte d'Émeraude, le cap Fréhel droit devant, les îles à tribord. Elle n'avait pas volé depuis 20 mois. 20 mois au sol, dans la poussière, dans la paperasse, dans la douleur. Et maintenant, le ciel. Son épaule ne la lançait plus, ou elle ne la sentait plus. C'était la même chose. En atterrissant, elle vit une silhouette au bord de la piste. Henri Guégan. Le maire se tenait les mains dans les poches, la moustache battue par le souffle de l'hélice. Son visage avait changé. Ce n'était plus de la curiosité. Ce n'était pas encore de la confiance. C'était autre chose? Du respect, peut-être, ou de l'étonnement. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement, mademoiselle Renard? Des vols panoramiques, des baptêmes de l'air, un aérodrome vivant. Il la regarda, hocha la tête, et pour la première fois ne trouva rien à objecter. Les semaines qui suivirent furent un autre combat, sans cambouis ni clé à molette. Le combat du papier. Pour exploiter un aérodrome à titre commercial, il fallait une licence de la DGAS, la Direction générale de l'aviation civile. Formulaire, attestation, inspection, normes de sécurité, certificat de navigabilité. Séverine remplit des dossiers dans son bureau humide, le soir, à la lumière d'une lampe de camping, Mistral couché sur ses pieds. Pendant l'attente, elle prépara le terrain.
La manche à air fut repeinte en orange vif et hissée sur son mât rouillé. Le bureau de la tour fut nettoyé, équipé d'une table, d'une chaise, d'un téléphone fixe. Séverine fabriqua elle-même un panneau en bois, qu'elle peignit à la main en lettres bleues sur fond blanc. Aérodrome de la Pointe Verte. Vol panoramique. Elle le planta à l'entrée du chemin de terre, face à la route départementale. La licence arriva début juillet. Séverine l'encadra et l'accrocha au mur du bureau, à côté de la vieille photo de 1962. Puis elle attendit. Le premier jour d'ouverture. Personne ne vint. Pas un appel. Pas une voiture sur le chemin. Séverine resta assise sur le banc qu'elle avait installé devant le bureau, face à la piste. Mistral à ses pieds. Le soleil traversa le ciel d'est en ouest. L'ombre de la tour tourna sur le béton comme l'aiguille d'une horloge. À 18 heures, Séverine rentra, ferma la porte et s'assit par terre, le dos au mur. Elle ne pleura pas, mais elle serra les mâchoires si fort que ses dents grincèrent dans le silence. Le lendemain matin, vers 10 heures, le bruit d'un moteur de voiture sur le chemin. Séverine se leva du banc. Un coupé gris se gara sur le parking de terre battue. Une femme en descendit, grande, cheveux noirs bouclés, un appareil photo professionnel autour du cou, un sac en bandoulière bourré d'objectifs. Elle portait des bottes de marche et un ciré vert, et elle regardait autour d'elle avec l'attention concentrée de quelqu'un qui voit les choses avant de les regarder. C'est ici qu'on fait des vols au-dessus de la côte. C'est ici, Nora Lestienne. Je suis photographe, je travaille pour un magazine parisien. Je fais un reportage sur la côte d'Émeraude et j'ai besoin de prises de vue aériennes. On m'a dit au village qu'une femme faisait voler un vieil avion depuis la falaise. On vous a dit ça comment? Le boulanger. Il avait l'air de penser que vous étiez folle. Séverine eut un sourire bref, le premier depuis longtemps. Elles décollèrent une demi-heure plus tard. Nora, sanglée à l'arrière, photographiait à travers la vitre ouverte. Les falaises de grès rose, les plages désertes, les fermes vues du ciel, les ombres des nuages qui couraient sur la mer. Elle riait à chaque virage, criait encore, quand Séverine inclinait l'aile pour lui offrir un meilleur angle. Mistral, resté au sol, les regardait tourner dans le ciel, la tête levée suivant l'avion du regard, comme un berger suit son troupeau. Quand elles atterrirent, Nora resta un moment sans parler, son appareil contre la poitrine. C'est le plus beau reportage que j'ai fait en 5 ans. Elle paya 120 € en liquide. Premier rôle commercial. Premier client payant. 3 semaines plus tard, le magazine publia les photos de Nora. Double page, la côte vue du ciel, d'une beauté à couper le souffle. L'article mentionnait la pilote solitaire de la Pointe Verte et sa chienne qui attend sur la piste. Le téléphone se mit à sonner. 3 réservations le premier jour, 10 la semaine suivante, puis 20. Des familles, des couples en vacances, des retraités qui voulaient voir leur village depuis le ciel. L'aérodrome de la Pointe Verte n'était plus un secret. L'été prit son élan. Les vols s'enchaînèrent. Panoramix au-dessus de Saint-Malo. Baptême de l'air pour des enfants qui hurlaient de joie. Survol du cap Fréhel au coucher du soleil. Séverine volait 6 jours sur 7. Yves entretenait le moteur avec la régularité d'un horloger. Le soir, ils mangeaient ensemble dans le bureau de la tour, la fenêtre ouverte sur le bruit des vagues, et Yves fredonnait parfois un air de marin que Séverine ne reconnaissait jamais. L'argent rentrait, pas beaucoup, mais assez, assez pour rembourser les dettes, acheter du carburant, remplacer les pneus du train d'atterrissage. Pour la première fois depuis qu'elle avait reçu la lettre d'Istres, Séverine pensa au mot « avenir » sans que sa gorge se serre. Mistral avait pris du poids, son pelage luisait au soleil, et elle avait développé une habitude qui amusait tout le village. Chaque matin, elle volait une baguette à la boulangerie en passant devant la porte ouverte. La rapportait à l'aérodrome et la déposait aux pieds de Séverine, avec la fierté d'un chasseur. Le boulanger avait cessé de se plaindre. Il mettait une baguette supplémentaire sur le comptoir, pour la chienne de l'aviatrice. La tempête arriva dans la nuit du 23 septembre, sans prévenir. Pas une simple tempête d'automne, un monstre. Météo France avait émis une alerte rouge pour la côte nord de la Bretagne, mais Séverine, épuisée par une journée de 5 vols, s'était endormie avant de consulter les prévisions. Le vent se leva vers 2 heures du matin. D'abord un rugissement sourd, lointain comme un train qui approche. Puis les rafales frappèrent, 120, 130, 140 km à l'heure. Les tôles du hangar gémirent, vibrèrent, Séverine se réveilla en sursaut. Mistral était debout, raide, les oreilles plaquées, les yeux fixés sur la porte. Le bruit était assourdissant. Le vent, la pluie, le métal qui plie. Puis un craquement énorme, un son de déchirure, comme si le ciel lui-même se fendait. Séverine se jeta dehors. Le toit du hangar principal avait été arraché.
Pas une partie, le toit entier, soulevé par une rafale et jeté 20 mètres plus loin, retournait comme un couvercle de boîte de conserve. La pluie tombait à l'intérieur, verticale, dense, impitoyable. Et là, au milieu du hangar ouvert, le Beaver encaissait l'averse. L'eau s'infiltrait par le capot moteur, par les joints du cockpit, par les trappes de visite. Des heures de pluie battantes sur un moteur qui valait tout ce que Séverine possédait. Elle essaya de couvrir l'avion avec des bâches, mais le vent les arrachait de ses mains. Elle courut chercher des cordes, des poids, n'importe quoi. Son épaule hurlait, la pluie lui fouettait le visage. À 4 heures du matin, trempée jusqu'aux os, les mains en sang, elle abandonna. Il n'y avait rien à faire. Au matin, quand le vent tomba enfin, le soleil se leva sur un paysage de désastre. Des tôles tordues, des branches arrachées, des flaques immenses sur la piste. Séverine ouvrit le capot du Beaver. L'eau avait pénétré partout. Le moteur était noyé, les cylindres remplis d'eau de pluie mêlée de sel. Les instruments du cockpit étaient trempés, les cadrans embués, les circuits électriques gorgés d'humidité. Des mois de travail. Tout ce qu'elle avait reconstruit. Elle referma le capot lentement, puis elle s'assit dans la boue, le dos contre la roue du train d'atterrissage. Mistral vint se coucher contre elle, le museau sur sa cuisse. Séverine ne bougea pas pendant 2 heures. Elle regardait la mer, calme à présent, indifférente, scintillante sous le soleil de septembre. Elle pensa à vendre le terrain, prendre ce qu'il valait. Partir. Elle pensa à son père, à la lettre d'Istres, au parking de supermarché. Toujours la même histoire. On construit, ça tombe. Vers midi, un bruit de moteur sur le chemin. Puis un autre, puis plusieurs. Séverine leva les yeux. Henri Guégan descendait de sa berline, les bras chargés de bâches en plastique bleu. Derrière lui, le boulanger avec 2 thermos de café et un carton de viennoiserie. Puis 3 pêcheurs du port, en ciré jaune, avec des marteaux, des clous, des planches. Puis le plombier, puis le garagiste, puis des gens que Séverine n'avait jamais vus, des noms qu'elle ne connaissait pas, des mains qui se mirent à travailler sans qu'on leur demande rien. En un week-end, 20 personnes reconstruisirent le toit du hangar. Les charpentiers posèrent les poutres. Les pêcheurs fixèrent les tôles neuves. Les femmes apportèrent de la soupe, du cidre, des couvertures. Mistral allait de l'un à l'autre, la queue battante, comme si elle comptait ses ouailles. Le dimanche soir, quand le dernier clou fut planté, Henri Guégan se tint devant le hangar fermé, solide, étanche, et regarda Séverine. « On n'est pas venu pour vous, dit-il. On est venu pour l'aérodrome. C'est chez nous aussi maintenant. » Séverine ouvrit la bouche, ne trouva rien à dire, et hocha la tête. C'était suffisant. Yves travailla jour et nuit pendant 2 semaines. Le moteur fut démonté entièrement, chaque cylindre purgé, séché, inspecté. Les circuits électriques furent remplacés un par un. Les instruments, envoyés chez un spécialiste à Brest, revinrent calibrés et neufs. Quand le Pratt & Whitney redémarra pour la 2e fois, dans le hangar neuf qui sentait encore le bois frais, Yves écouta le moteur tourner pendant 10 minutes, la tête penchée, les yeux fermés comme un musicien qui accorde un instrument. Puis il dit « Il tourne mieux qu'avant ». L'activité reprit. Les clients revinrent. Les réservations d'automne remplirent le carnet. Séverine volait avec une énergie nouvelle, celle de quelqu'un qui sait que ce qu'elle a n'est pas acquis. Les matins étaient froids, la lumière rasante magnifique, et la côte en octobre avait des couleurs que les cartes postales d'été ne montraient jamais. C'est à ce moment-là que Philippe Daubry arriva. Il se gara sur le parking un mardi matin, sans prévenir, au volant d'une voiture de fonction grise. Costume gris, lunettes fines, mallette en cuir, inspecteur régional de la Direction générale de l'aviation civile. Il ne serra pas la main de Séverine. Il montra sa carte, demanda le registre de maintenance, le carnet de vol, les certificats de navigabilité, les attestations d'assurance. Il passa 3 heures à tout éplucher. En silence, assis dans le bureau de la tour, pendant que Séverine attendait debout, les bras croisés. À 16 heures, il posa un formulaire sur la table. Non-conformité sur la fiche de suivi de maintenance du moteur. La dernière inspection 100 heures n'est pas contresignée par un organisme agréé. C'est Yves Kermarek qui fait la maintenance. Il est mécanicien aéro, breveté, ancien de la marine. Monsieur Kermarek n'est pas enregistré comme organisme de maintenance agréé. Part 145. La réglementation est claire. La licence d'exploitation fut suspendue sur le champ. Tous les vols annulés. Les réservations de la haute saison d'automne, perdues. Séverine apprit plus tard par le maire que Daubry avait des liens avec un consortium immobilier qui lorgnait le terrain côtier de la Pointe Verte pour y construire une base nautique de luxe. Un aérodrome actif rendait le terrain inconstructible. Un aérodrome fermé, en revanche,
pouvait être déclassée et revendue. La colère qui monta en Séverine ce soir-là n'était pas brûlante. Elle était froide, lente et précise, comme le réglage d'un carburateur. Le lendemain matin, elle chargea Mistral dans le Kangoo qu'elle avait racheté d'occasion, prit le dossier complet de l'aérodrome, chaque facture, chaque certificat, chaque rapport d'inspection, et roula jusqu'à Rennes au siège régional de la DGAS. Ce qui suivit dura 2 semaines, 14 jours dans les couloirs d'un bâtiment administratif, à remplir des formulaires, à attendre dans des salles d'attente en néon, à expliquer la même chose à des interlocuteurs qui changeaient chaque jour. Le soir, Séverine dormait dans le Kangoo, sur le parking de la DGAS. Mistral couchait sur la banquette arrière, le museau sur la vitre. La scène ressemblait à celle du supermarché des mois plus tôt. La même voiture, la même solitude, le même plafond bas au-dessus de sa tête. Mais cette fois, elle ne fuyait pas. Elle se battait. Le 13e jour, un directeur adjoint accepta enfin de la recevoir. Séverine posa le dossier sur son bureau, 230 pages, chaque pièce numérotée, chaque maintenance documentée, chaque vol enregistré. Elle parla pendant 1 heure, sans élever la voix, sans supplier. Elle exposa les faits. L'irrégularité technique était réelle mais mineure et corrigeable. La suspension immédiate était disproportionnée, et les liens de l'inspecteur d'Aubry avec le consortium immobilier méritaient un examen. La licence fut rétablie le lendemain. Une enquête interne fut ouverte. Philippe d'Aubry fut muté dans un bureau de Toulouse 15 jours plus tard. Mais le mal était fait, 2 mois de revenus perdus. Les économies de Séverine à zéro. Les dettes de nouveau. L'aérodrome était sauvé, mais elle repartait les poches vides. Pour la 3e fois. Sur le chemin du retour, Séverine s'arrêta sur une aire d'autoroute et resta longtemps assise dans la voiture, les mains sur le volant. Mistral posa le museau sur son épaule. La gauche, celle qui faisait mal. Séverine posa sa joue contre la tête de la chienne et ferma les yeux. Demain, il faudrait recommencer. Il fallait toujours recommencer. L'hiver passa. Séverine relança l'activité à crédit, avec un prêt que le maire Henri Guégan lui aida à obtenir en se portant garant auprès de la banque locale. Elle diversifia, parachutisme en tandem avec un moniteur breveté qui venait de Saint-Malo, école de pilotage pour les amateurs du coin, survol des îles Chausey et de l'archipel de Bréa en été. Elle embaucha un premier employé, un jeune homme du village, fils de pêcheur, qui gérait les réservations par téléphone et accueillait les clients pendant qu'elle volait. L'aérodrome vivait, pas encore fort, mais il respirait. Le mois de juillet fut chaud, anormalement chaud. La lande bretonne, d'ordinaire gorgée d'humidité, sécha sous un soleil qui ne faiblissait pas. Les ajoncs craquaient sous les pieds. Yves, chaque matin, levait le nez au ciel et reniflait l'air avec une grimace. « Ça sent le sec », disait-il. « Ça sent pas bon. » L'incendie se déclara un mardi après-midi, sur la lande côtière entre le cap Fréhel et l'anse du Croc. Un feu de broussailles d'abord, une étincelle, un tesson de bouteille. Personne ne sut jamais. Mais le vent d'est, sec et chaud, souffla les flammes vers l'ouest, le long de la côte, à une vitesse que personne n'avait prévue. En 1 heure, 2 hectares de lande brûlaient. En 2 heures, le feu avait atteint le sentier côtier et la fumée montait en colonne noire visible. Depuis Saint-Briac, Séverine était dans le bureau quand Henri Guégan l'appela. Le maire avait la voix serrée, les pompiers étaient en route, mais la route d'accès au cap était coupée par les flammes. Et Goulven Madec, le vieux pêcheur de 71 ans, n'était pas rentré, il était parti le matin avec sa barque vers l'anse du Croc, comme chaque mardi pour relever ses casiers à homard. Sa barque avait été vue échouer sur la grève. Goulven n'avait pas de téléphone portable. Personne ne savait où il était. Séverine raccrocha et se mit à courir. Le Beaver décolla en 4 minutes. Séverine avait chargé à l'arrière un réservoir d'eau improvisé, un vieux bidon de carburant nettoyé, rempli au tuyau d'arrosage, relié à une vanne de vidange qu'Yves avait bricolée des mois plus tôt, au cas où 200 litres. Dérisoire face à un incendie de forêt, mais assez pour créer un passage. Du ciel, le feu ressemblait à un animal vivant, une ligne orange qui rampait sur la lande verte, laissant derrière elle un tapis noir et fumant. La fumée montait en rouleaux épais qui obscurcissaient le soleil. Séverine descendit à 100 mètres d'altitude, repéra le sentier côtier. Les flammes l'avaient atteint à 2 endroits, coupant toute retraite vers la route. Si Goulven était quelque part là-dessous, il était piégé. Premier passage, Séverine ouvrit la vanne au-dessus du sentier. L'eau tomba en rideau, écrasa les flammes sur 10 mètres. Pas assez. Elle remonta, fit remplir le bidon au port de Saint-Briac, en amérissant dans le bassin. Le Beaver était amphibie. C'était sa dernière carte. Deuxième passage. Un couloir s'ouvrit dans les flammes, étroit, fumant,
mais praticable. Les pompiers s'y engouffrèrent avec leurs lances. Troisième passage. Le dernier, les bras de Séverine tremblant sur le manche, l'épaule gauche en feu, la fumée dans le cockpit, les yeux qui pleuraient. Pendant ce temps, au sol, quelque chose s'était passé que personne ne vit venir. Mistral, enfermé dans le bureau de la tour au départ de Séverine, avait forcé la porte. Le loquet, vieux et rouillé, n'avait pas tenu. La chienne avait couru droit vers la fumée, à travers les champs, le long de la falaise, guidée par un instinct que nul ne pouvait nommer. Les gens qui la virent passer dirent plus tard qu'elle courait sans hésiter, sans dévier, comme si elle savait exactement où elle allait. Gulven Madec n'était pas sur le sentier. Il avait glissé dans un fossé de drainage, à 200 mètres du chemin balisé, caché par les fougères et la fumée. Il avait perdu connaissance en inhalant les fumées. Les pompiers cherchaient sur le sentier. Ils ne l'auraient pas trouvé. Mistral le trouva. Elle arriva au fossé, flaira, descendit. Et elle se mit à aboyer. Un aboiement continu, régulier, obstiné, qui perça la fumée et le bruit du feu. Un pompier l'entendit, suivit le son, écarta les fougères et trouva le vieux pêcheur au fond du fossé. Inconscient, le visage noir de suie, mais vivant. Vivant parce qu'une chienne sans collier, ramassée un soir de pluie devant une porte, avait décidé qu'il fallait le chercher là où personne ne cherchait. Gulven fut évacué sur un brancard, une bouteille d'oxygène sur le visage. Il ouvrit les yeux dans l'ambulance et demanda si sa barque était intacte. Le soir tomba, le feu fut maîtrisé. Séverine posa le beaver sur la piste de la Pointe Verte, dans une lumière orange de fin du monde. Elle coupa le moteur, descendit de l'avion et Mistral fut là. La chienne avait le pelage gris de cendre, les pattes noires, les yeux brillants. Elle se jeta contre Séverine, qui s'agenouilla sur le béton, prit la tête de la chienne dans ses mains et la serra contre elle. Son visage à elle aussi était noir de suie, ses yeux rougis par la fumée, ses mains tremblantes. Un camion de France, 3 Bretagne, était garé sur le parking. La caméra filmait. Le journaliste ne posa pas de questions. L'image suffisait. Le lendemain matin, toute la côte nord de la Bretagne connaissait l'aérodrome de la Pointe Verte et la chienne qui avait sauvé un homme dans la fumée. 1 an, 365 jours depuis la salle des enchères de Dinard, le lot numéro 14, le terrain que personne ne voulait. L'aérodrome était méconnaissable. La piste, regoudronnée par un entrepreneur local qui avait travaillé à prix coûtant, était nette et droite. Les hangars tenaient droit. La tour de contrôle avait un toit neuf et des fenêtres qui fermaient. Sur le tarmac, 3 avions stationnaient, le Beaver, un Cessna 172 d'occasion et un petit Robin biplace pour l'école de pilotage. Une équipe de 4 personnes travaillait à plein temps. Le calendrier des réservations affichait complet jusqu'en octobre. La cérémonie eut lieu un dimanche de septembre, sous un ciel blanc et bleu que le vent d'ouest poussait vers le large. Henri Guégan avait installé une estrade en bois devant la tour de contrôle, décorée de drapeaux tricolores et de fanions bretons. Tout le village était là, le boulanger, le plombier, les pêcheurs, les familles. Les enfants couraient sur la piste, pendant que les adultes buvaient du cidre dans des gobelets en carton. Henri monta sur l'estrade, toussa dans le micro et prononça un discours de 3 minutes. Il parla de la Pointe Verte comme d'un endroit que la commune avait voulu oublier. Il parla de la femme qui était arrivée un jour avec un vieux kangou et 3 sacs, sans connaître personne, sans rien devoir à personne, et qui avait fait revivre un lieu que tout le monde avait abandonné. Puis il sortit de sa poche un document encadré et le tendit à Séverine. Citoyenne d'honneur de Saint-Briac-sur-Mer, Séverine prit le cadre. Elle le regarda un moment, leva les yeux sur la foule, chercha ses mots et n'en trouva qu'un. Merci. Yves était là, au premier rang, le béret sur la tête, les mains dans les poches de son bleu de travail. Il ne dit rien. Il n'avait jamais eu besoin de mots. Nora Lestienne était revenue de Paris, son appareil autour du cou, et photographiait tout, les visages, les avions, la piste, le ciel. Et Gulven Madec, le vieux pêcheur, s'avança vers Mistral avec un paquet enveloppé de papier journal. Il l'ouvrit devant la chienne. Un collier en cuir neuf, cousu à la main, avec une plaque en laiton gravé, Mistral, sauveteur de la Pointe Verte. Mistral flaira le collier, leva les yeux vers Gulven et posa le museau sur sa main. Le vieux pêcheur s'accroupit, lui passa le collier autour du cou et resta un moment, comme ça, un genou dans l'herbe, la main sur la tête de la chienne qui lui avait sauvé la vie. Séverine monta dans le Beaver pour un vol de démonstration. Le moteur démarra au premier tour. Le Pratt et Whitney fidèles, réguliers vivants. Elle roula jusqu'au bout de la piste, poussa les gaz, et l'avion s'éleva dans le ciel de septembre. En dessous d'elle, la côte se déployait,
Les falaises, les criques, le cap Fréhel, les toits du village, les bateaux dans le port. Elle vira au-dessus de la mer, sentit le vent sous les ailes, l'odeur du sel et de l'huile chaude. Son épaule la lançait un peu. Elle sourit. Quand le Beaver toucha la piste et roula jusqu'au hangar, Mistral l'attendait. La chienne bondit vers elle dès qu'elle descendit de l'avion. Comme au premier jour, le même élan, la même joie absolue. Séverine s'agenouilla sur le béton chaud et prit la chienne dans ses bras. Le museau de Mistral contre son cou, l'œil bleu, l'œil marron qui la regardait comme si elle était le monde entier. Plus tard, quand la foule fut partie et que le soir descendit sur la pointe verte, Séverine entra dans le bureau de la tour et s'assit à sa table. Sur le mur, 2 photos côte à côte. À gauche, la vieille photo en noir et blanc de 1962, déterrée par Mistral, l'aérodrome vivant, les avions, les gens, les drapeaux. À droite, une photo que Nora avait prise le matin même, au même angle, du même endroit, la piste, les hangars, les avions, le même lieu de nouveau vivant. Séverine regarda les 2 photos longtemps. Dehors, le vent d'ouest soufflait sur la lande, et Mistral dormait sous l'aile du Beaver, le museau entre les pattes, le collier neuf autour du cou. La mer battait les falaises en contrebas, patiente et régulière, comme elle le faisait depuis toujours.